Et avant de commencer la vidéo, on va vous présenter le partenaire Terre de France bien sûr. Vous connaissez le concept, vous achetez un produit sur leur site internet, que ce soit par exemple un couvert à fromage, un set de couverts complet, des cadres qui représentent des illustrations de la belle époque, ou encore du savon parfumé, des boxers, etc. etc. Leur gamme se diversifie et s'agrandit petit à petit. Tous les produits sont faits 100% en France, et en retour les bénéfices sont reversés à des associations qui viennent en aide aux familles de militaires, aux agriculteurs dans le besoin ou encore aux écoles rurales. Avec la période de Noël qui approche, c'est une bonne occasion de se faire plaisir et en même temps de soutenir une cause. Et nous, on les remercie pour ce partenariat, pour leur confiance, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Tous les liens sont dans la description bien sûr. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui et qui va être assez complexe à traiter. Où est la France en 2021? Qu'est-ce qui nourrit ses ambitions à l'international? Vous connaissez tous, j'espère, l'histoire de France, puissance construite au fil de l'histoire, au gré de ses particularités et de ses régions. Après le XVe siècle qui marque sa victoire sur l'Angleterre et l'affermissement du domaine royal lors de la guerre de Cent Ans, sans oublier le bourbier de la guerre civile entre protestants et catholiques qui s'en suivra, la France se transforme en une puissance majeure en Europe qui s'impose sur le continent ouest européen à compter du XVIIe siècle, grandeur qui sera à son sommet lors du règne de Louis XIV. Une France certes limitée géographiquement, mais au territoire riche et à la population nombreuse, encerclée par ses rivaux européens, l'Espagne, l'Autriche, les Provinces-Unies, puis la Grande-Bretagne. À cette époque, la France survit non pas grâce à une idéologie ou à de bons principes en dehors de ses intérêts, mais grâce à ses décisions, structurant son armée, formant et déformant des alliances de circonstances et consolidant ses arrières, que ce soit en détruisant l'influence politique des protestants ou en soumettant la grande noblesse. C'est par le pragmatisme et la raison d'État portés par des figures comme Richelieu que la France devient une machine taillée pour affronter les difficultés d'un monde qui a toujours été incertain et qui n'est pas là pour satisfaire les esprits candides. Un monde froid et sans moralité peut-être, mais un monde qui a du sens quand on cherche à le comprendre. Et en réalité, le monde d'aujourd'hui n'a pas changé dans ses fondements. Les États, les alliances, les communautés ont toujours des intérêts à défendre et une vision du monde bien divergente. La France, en revanche, a changé. Aujourd'hui, en tant que puissance, elle n'est peut-être plus que l'ombre d'elle-même. Elle doit sa position à son histoire, sur laquelle elle se repose encore, parfois en ayant honte, mais surtout, et c'est là le pire, sans en reprendre le flambeau. Aujourd'hui, nous allons parler de la France, de ses ambitions et de sa place à l'international, et essayer de voir en quoi la diplomatie française tend à disparaître, ou peut-être a-t-elle même déjà disparu. Cette vidéo sera donc un exercice assez difficile, mais il nous fallait poser les bases pour mieux rebondir. Je vous invite aussi à étayer vos propos en commentaire pour enrichir l'ensemble. Tout d'abord, on va aborder le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des moments historiques qui ont fracturé et bouleversé les équilibres dans le monde. En Occident, ce pourrait être la chute de l'Empire romain au 5e siècle, ou plus récemment la Révolution française en 1789, le Congrès de Vienne en 1815, les traités de Versailles de 1871 et de 1919. Mais c'est bien la Seconde Guerre mondiale et le passage du monde à la guerre froide entre deux superpuissances qui marquent un tournant. Il y a véritablement un avant et un après Seconde Guerre mondiale. Les puissances du vieux monde sont balayées, rasées, ruinées, aussi bien sous la botte dominatrice du Troisième Reich que sous les bombes alliées ou les chenilles de chars soviétiques. La guerre a été si violente qu'elle a eu l'effet d'une claque suffisante pour balayer en quelques années ce que des siècles de construction avaient bâti. À ce moment-là, la France, via l'égide de la France libre, parvient à obtenir une position confortable malgré la guerre. Elle administre une zone d'occupation en Allemagne et a les faveurs de la Grande-Bretagne pour équilibrer les forces sur le continent. Elle obtient aussi son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La France se lance aussi dans la construction d'une entité européenne, à l'époque la CECA. Cette CECA est dès le début pour la France une opportunité pour redonner un sens à sa politique internationale. À l'époque, les Britanniques ont délégué la gestion du monde aux cousins américains, tandis que l'Allemagne est brisée en deux. C'est donc l'occasion rêvée pour la France de prendre les rênes d'une structure économique et d'être à la tête de la reconstruction européenne, ici avec une base et des fondements économiques autour du charbon et de l'acier.
À la fin des années 50, De Gaulle prend le pouvoir. Il adopte rapidement une politique internationale indépendante et ambitieuse, et pour l'appuyer avec des arguments, accélère le programme de dissuasion nucléaire dont sera dotée la France. Le but est alors de trouver un équilibre diplomatique pour discuter d'égal à égal avec les États-Unis, dont la mainmise sur l'Europe occidentale, si elle est plus souple que celle des soviétiques, n'en est pas moins importante. La France souhaite développer un noyau franco-allemand comme noyau d'une puissance politique européenne, sans pour autant accepter tous les développements d'un fédéralisme européen. La France s'oppose aussi à l'entrée de la Grande-Bretagne, perçue comme le cheval de Troie américain dans le marché commun européen. La France entame enfin, dans une logique de troisième voie, le dialogue avec les puissances communistes, l'URSS ou encore la République populaire de Chine qui émergent. Dans le même temps, nous sommes en pleine décolonisation. L'impérialisme colonial français avait débuté environ dans les années 80, sous la Troisième République. À partir du moment où la Chambre des députés passait du côté républicain, cette décolonisation se fait d'abord au Maghreb au milieu des années 50, puis en Afrique noire à partir de 1960. Des relations préférentielles et l'imposition du franc CFA en Afrique de l'Ouest permettent néanmoins à la France de maintenir des liens très forts et une influence non négligeable. Suite à De Gaulle et son expulsion avec les manifestations de mai 68, on assiste progressivement à la dégradation du modèle gaullien. La France adopte une voie qui, peu importe les partis, reste sur les bases fondamentales de la politique gaullienne, que nous pourrions illustrer en quelques points: préserver et interagir dans le monde en fonction des intérêts de la France souveraine dans un contexte de guerre froide, favoriser un dialogue avec l'Allemagne de l'Ouest pour bâtir autour une stabilisation du continent européen, ceci avec une prévalence de la France dans cette union, et enfin bloquer les intrusions d'une diplomatie farouchement atlantiste, que ce soit celle du Royaume-Uni s'immisçant dans les affaires européennes ou celle des États-Unis à travers le monde. Et en vérité, sur le fond, la plupart des présidents qui succèdent à De Gaulle, sans en avoir le charisme et les ambitions, respecteront ces préceptes de la nouvelle diplomatie française. Cette vision gaulienne, sans chef porteur, va se dégrader petit à petit, et les chefs d'État ne sauront pas comment l'adapter au contexte après la fin de la guerre froide. Mitterrand, qui arrive au pouvoir en 81, poursuit dans cette voie, et on en aperçoit déjà les limites. Mitterrand adopte une politique très interventionniste en Afrique, qui lui sera d'ailleurs reprochée car elle contribue à maintenir la France sur le continent africain, là où elle devrait se désengager pour focus autour de l'Europe. Cette politique d'intervention dans les affaires africaines marque là le début de la critique autour de l'ingérence française en Afrique et le rejet de la France, un interventionnisme qui plombe encore notre pays aujourd'hui. Du côté européen, Mitterrand signe la consécration de l'Union européenne avec la mise en place du traité de Maastricht en 92, traité qui paradoxalement achève d'un côté le but d'une alliance économique européenne, voulue initialement par la France gaulienne, mais pose aussi des débats sur la souveraineté politique. Pire encore, le Royaume-Uni est signataire du traité alors qu'il était initialement rejeté par la logique de De Gaulle pour préserver l'alliance d'une politique atlantiste. François Mitterrand maîtrise mal la transition du passage d'un monde de guerre froide à un monde dominé par l'hyperpuissance américaine, et dans ce contexte, la France peine à préserver sa voie politique. L'Allemagne est de nouveau réunie et retrouve toute sa puissance, le Royaume-Uni est inclus dans l'Union européenne naissante, et les États-Unis sont l'hyperpuissance mondiale. En somme, dès le traité de Maastricht en 92, il était très difficile pour la France de se faire entendre sur le terrain européen, et c'est là que nous allons quitter la chronologie pour entamer cette fois une approche plus thématique. Le mirage européen. Les schémas historiques se remettent en place avec la fin de la guerre froide. Personne ne veut d'une France trop ambitieuse et idéaliste à la tête de l'Union. Tout est fait pour préserver un équilibre autour des puissances britanniques, allemandes et françaises, mais aussi italiennes, qui possèdent le plus de voix au sein de l'appareil de l'Union européenne et qui cherchent à draguer les plus petites puissances qui rentrent progressivement dans l'Union pour obtenir leur soutien et donc leur voix, le tout avec le regard des États-Unis. Jacques Chirac a pour objectif de poursuivre le projet européen et celui d'y impliquer une France forte au sein de l'Union, mais il n'y parviendra jamais. Il prendra des décisions contradictoires en souhaitant à la fois élargir l'alliance au PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, sans pour autant les placer dans le giron de l'influence française, et tout en souhaitant de l'autre côté démarginaliser la Russie à son époque qui souhaitait s'impliquer dans l'Union. La France s'enlise dans un processus européen qu'elle a elle-même favorisé et construit, mais qu'elle ne maîtrise plus. Au fil des années, la voix de la France au sein de l'Union se dilue dans celle des autres États qui arrivent dans l'Union. La France reste certes un acteur majeur, mais elle ne parvient pas à attirer et fédérer autour d'elle les autres États européens et les nouveaux entrants.
Les traités qui se succèdent montrent un déclin net de l'influence française et une remontée en puissance de l'Allemagne dans la politique européenne. Le traité de Nice, en 2001, place la France à égalité avec le Royaume-Uni et l'Allemagne dans le processus de décision. Lisbonne, en 2007, instaure les institutions européennes que nous connaissons aujourd'hui et le traité répartit les sièges des pays au Parlement européen sur un total de 751 sièges, 99 pour l'Allemagne, 74 pour la France, 73 pour le Royaume-Uni et l'Italie. La France, pour maîtriser l'appareil européen, devrait utiliser son appareil diplomatique, nouer des alliances avec des pays clés qui sont pourtant des puissances avec lesquelles la France possédait et entretenait des relations historiques fortes, des pays dont elle avait bien souvent même favorisé la construction ou la reconstruction dans l'histoire. La Pologne, la Roumanie, la Tchéquie, la Grèce, les liens avec les puissances latines comme l'Espagne ou encore l'Italie, sans même parler des puissances des Balkans, pour lesquelles la France a même renié son ancien allié serbe. Toute cette politique pour finalement que l'Union européenne s'en remette à l'Allemagne pour les affaires internes et aux États-Unis pour la défense ou les affaires externes, un schéma que l'on retrouve encore aujourd'hui. Avec Sarkozy puis Hollande, la France s'efface et se résout sur ses positions dans l'Union européenne. Elle y demeure un acteur certes majeur, mais elle semble y agir contre ses propres volontés initiales et davantage avec un mandat de bon fonctionnaire plus que celui de l'initiation et de l'ambition. L'Union européenne enchaîne les crises, migratoires depuis les années 2010, financières depuis 2008, la crise des dettes publiques des États avec le cas grec également, sans même parler des différentes crises, notamment avec le voisin russe depuis 2007 ou encore le voisin turc. Et quant à Macron, dans son idéologie, il a effacé le mot France. Sa diplomatie est marquée par une volonté d'un projet européen, une armée européenne, une puissance européenne. Son mandat politique se veut européen, mais les bonnes paroles ne font pas les actes. Dans les faits, aucune puissance européenne ne souhaite d'une France fédératrice. Les pays ne sont pas dupes. Une Allemagne neutre et focalisée sur les affaires économiques convient parfaitement, tandis que l'OTAN américain protège l'ensemble. L'effacement de la France. Alors que l'Allemagne est de loin la première puissance économique en Europe, la France est avec le Royaume-Uni le seul pays d'Europe occidentale à pouvoir mener des opérations extérieures. C'est là qu'intervient une autre particularité de la France dans le XXIe siècle, ou paradoxe même, puisque la France veut s'imposer comme puissance, mais s'efface dans le sillage d'intérêts divers et variés. Depuis le mandat de Sarkozy, la diplomatie française est marquée sur la politique internationale américaine et une politique d'intervention discutable dans leur utilité, le tout motivé par idéologie. Le tabou diplomatique de la France aujourd'hui, c'est qu'elle n'agirait pas pour ses intérêts, mais au nom des droits de l'homme, de la démocratie, de l'humanitaire, des concepts abstraits pour une géopolitique abstraite. De belles paroles répétées en boucle pour le grand public ne doivent pas faire oublier les ambitions réelles de n'importe quel pays. Un des objectifs de la France est de maîtriser sa zone d'influence, en Afrique et au Moyen-Orient. Un objectif très loin d'être un succès. Quand on regarde la situation aujourd'hui, la destruction de la Libye de Kadhafi, la détérioration des relations avec les peuples africains et l'implication dans des conflits prolongés, comme par exemple au Mali, la France ne semble plus trouver un équilibre raisonnable entre ses intérêts pragmatiques et l'idéologie républicaine portée à son pinacle. Ce sera sujet à débat, mais par exemple une poignée de mercenaires suffit amplement pour protéger des installations stratégiques françaises à l'étranger sans s'immiscer dans un bourbier militaire. Au-delà de ça, les présidents se montrent aussi très proches, trop proches de puissances extérieures et leur communication est mal maîtrisée. Je parle bien sûr de pays comme les États-Unis, mais aussi par exemple d'Israël ou encore l'Arabie Saoudite, très influente sur les questions traitant du Moyen-Orient. Le soutien apporté par exemple à la rébellion syrienne est un mimétisme de la position américaine. Sur le dossier du nucléaire iranien, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, défendait une ligne plus dure encore que celle de l'administration Obama, voire même de l'administration israélienne, alors que dans les faits, la Syrie ou l'Iran ne menacent pas la France, pourquoi ne pas alors adopter un dialogue neutre, diplomatique, plus que celui de s'engager au risque de se brouiller, de se fermer un marché, ou pire, de nourrir de futurs ennemis à notre pays. Il en est de même avec la Russie, si Chirac tentait de la démarginaliser à son époque, la France a aujourd'hui adopté une posture inverse dans le temps, tant et si bien que Macron appelle en 2018, dans son optique de rêve européen, à créer une vraie armée européenne pour faire face à la Russie. Un discours nuisible aux relations internationales qui contribue d'un côté à jeter la Russie dans les bras de la Chine, nuit à nos intérêts dans le Pacifique par ruissellement, et cela sachant en plus qu'aucun pays membre de l'Union européenne ne supportera une armée européenne dominée par la France.
La morale de cette histoire, ce n'est pas celle de basculer dans des camps divers, mais de rester dans le camp de la France, un camp difficile à porter et assumé aujourd'hui dans un monde de plus en plus lissé. La diplomatie nécessite des équilibres, parfois compliqués à décider. Jusqu'à quand concéder aux États-Unis? Dans quelle mesure ouvrir le dialogue et la collaboration avec la Russie? Comment équilibrer notre relation avec la Chine sans que cela ne nuise à nos intérêts? Jusqu'où pousser le bouchon de l'interventionnisme, etc., etc. La diplomatie française aujourd'hui est pleine de paradoxes, des décisions contre-productives quand on regarde la chronologie historique et les intérêts de la France, un idéalisme qui dessert nos objectifs et trouble notre vision. Ce sont aussi des échecs de communication qui ne crédibilisent pas et apportent tout sauf du soutien aux actions de la France, ceci alors que le monde ressemble de plus en plus à un concours de puissance entre nations et à un monde multipolaire. Et enfin, il faut se poser une dernière question, celle de ceux qui prennent ces décisions, des corps éducatifs prestigieux qui forment ces décisionnaires d'une façon pourtant formatée, idéaliste et médiocre. Le problème de la France n'est pas à l'extérieur. En réalité, ne serait-il pas profondément ancré aujourd'hui, aux racines même de notre pays?